Bienvenue dans la grande interview. Nous recevons son Excellence Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Monsieur le Président, merci de nous accorder cet entretien sur RT France. C'est moi aussi que vous remercie. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Assoumani, vous êtes un ancien putschiste. Vous avez été élu à la tête de votre pays en 2002, puis en 2016, et vous êtes l'instigateur de ce référendum constitutionnel qui s'est tenu en juillet dernier et qui peut vous autoriser finalement à briguer un mandat jusqu'en 2029. Est-ce que vous êtes obsédé par le pouvoir suprême? Quelles sont vos motivations? Quand est-ce que vous allez mettre un terme à ce mot putschiste? J'ai été élu 2 fois. Là, je suis un élu. Bon, le plus souvent, on attend la fin du mandat pour faire le changement. Mais quand je l'ai accepté au début de mon mandat, pour mettre mon mandat en jeu, ben, c'est pas pour moi. C'est que moi, je pense qu'effectivement, ce bilan, il fallait le faire. Je pense aussi que le problème de la tournante maintenant, les 4 ans non renouvelables, c'est pas assez pour conduire le débat du pays. Et je suis d'accord que cette constitution, elle est pour le développement. Et je précise que la tournante n'est pas sortie. Au contraire, la tournante est renforcée. Parce que maintenant, l'île à laquelle échoua la présidence, au lieu de faire 5 ans, l'île peut faire 10 ans. Aujourd'hui, que le président va être choisi par le peuple comorien, premier et deuxième tour, ça renforce l'unité du pays. Parce que le Moélien, l'Anjouanais, le Maoré, le Grand Comore qui veut être président, il faut qu'il ait des jalons dans les autres îles. Parce qu'il ne va pas être élu dans son île seulement. Il va être élu sur l'ensemble des îles. Alors ce référendum constitutionnel, il est mal compris par une grande partie de l'opposition dans votre pays, puisque on parlait de ce système de présidence tournante. Pour cette opposition, il s'agit d'un gage de stabilité pour les Comores. Et donc ils comprennent mal, ils voient d'un mauvais œil ce référendum constitutionnel. On peut aussi le comprendre. Et ils ont le sentiment que vous avez ouvert la boîte de Pandore, ouvert justement la voie à l'instabilité aux Comores. Qu'est-ce que vous leur répondez? Donc vous prenez parti à notre opposition, vous les comprenez? Je ne prends absolument pas parti, simplement j'exprime un point de vue qui est d'abord, celui... c'est pas mal compris. J'exprime un point de vue qui est celui de référendum, l'opposition. d'abord, les assises nationales, tout le monde a participé. Il y a des gens qui n'ont pas voulu participer. Je n'ai pas eu l'autorisation d'aller les prendre par force pour participer. Et même des Maorés, une délégation de 50 Maorés a participé aussi. Ceux qui ne voulaient pas participer, et curieusement, ceux-là même, au début des études des assises, parce que je suis bien placé pour le dire, ils s'étaient inscrits dans le comité de pilotage. Il y a eu des noms des gens de l'opposition qui étaient prêts à commencer à travailler. Bon, lorsqu'on a commencé à travailler, je ne sais pas s'ils avaient derrière leur tête, mais ils ont déserté 3 sur 45, on a dit quand même 3 sur 45, ça n'empêche pas les 42 de travailler. On a commencé à travailler, donc ils ne sont pas venus aux assises. Et puis, lorsque les recommandations étaient données, on me l'a remis, puisque c'est moi qui étais chef de l'État. On m'a dit qu'il faut les mettre en pratique. Il y avait 2 façons. Soit la souverainisation par congrès, c'est-à-dire l'Assemblée et les conseillers, ou bien référendum. Moi, je leur donnais une chance, parce que si je fais appel au congrès, ben, je n'ai pas de représentant, c'est pas non. Mais quand c'est un référendum, ça veut dire qu'ils avaient une chance de venir, effectivement expliquer aux Comoriens qu'écoutez, ce référendum, c'est pas ça, allez de cette façon-là. Mais ils ont boycotté. Et le plus souvent, quand on boycotte, là, on sait qu'on va avoir 9-0. Donc, on préfère avoir 3-0 plutôt que de voir 9-0. Ils ont boycotté. Malgré ce boycott, le référendum s'est bien passé. Alors, autre point important de ce référendum, de ces réformes constitutionnelles, c'est la Cour constitutionnelle qui va être supprimée. Pourquoi vous la jugez inutile? Ben, là, vous avez donné une très belle réponse. C'est les assises qui ont demandé la suppression de la Cour constitutionnelle. C'est les assises, la recommandation de l'assise. Et les assises, c'est tout le peuple comorien. De par le passé et de ce qu'ils ont vécu à cette Cour constitutionnelle, dans chaque fois qu'il y a des élections, effectivement, ils ont dit non, c'est pas la peine. Moi, ce qui s'est passé, et là je précise, la Cour constitutionnelle, il avait 8 membres désignés par le chef de l'État et les 3 vice-présidents, ça fait 4. Les 3 gouverneurs, ça fait 7, et le président de l'Assemblée, ça fait 8. Moi, quand je suis venu au pouvoir, je n'avais pas à désigner parce que mon représentant désigné déjà par mon prédécesseur. Mais il se trouve que les gens qui devaient désigner le représentant ne l'ont pas fait. On se retrouvait avec 3 membres sur 8. Ça veut dire un dysfonctionnement de l'État. Et la Constitution, dans un article précis, il me donne effectivement la possibilité
pour ne pas laisser le pays de ne pas fonctionner, de trouver des situations pour essayer que le fonctionne. Et quelle alternative à cette Cour constitutionnelle, notamment en période électorale, s'il y a des recours, par exemple? Oui, mais maintenant, les assises ont recommandé que c'est la Cour suprême qui va jouer le rôle de la Cour constitutionnelle. Le plus important, c'est le rôle de cette Cour qui a été donné à une autre Cour dans des possibilités de désigner des gens, des juristes de renom, qui sont capables de faire le travail. Alors vous avez promis des élections anticipées l'année prochaine, puisque le oui l'a emporté lors de ce référendum constitutionnel. Alors à quelle échéance ces élections? Et puis surtout, cette question, est-ce que vous allez vous représenter? D'abord, ce n'est pas moi qui ai promis. Je rectifie encore, c'est des assises. Les recommençants des assises, changement de constitution, on écourte les mandats des gouverneurs et du président de la République et on refait des élections dans un an. Donc ce sont les recommandations des assises, mais ce n'est pas moi. Moi, je ne fais qu'appliquer les recommandations qui m'ont remises. Donc effectivement, de l'application, on doit avant juillet faire les élections du nouveau président et des nouveaux gouverneurs. Et a priori, le schéma qui a été présenté par la CENI, le ministre de l'Intérieur et la Cour suprême, ça peut être dans le premier trimestre de 2019. Et c'est là qu'on va avoir, d'ailleurs, c'est des élections harmonisées, ça tombe bien, parce que c'est le même jour où on rentre dans le bureau pour choisir le président et le gouverneur. Et ces assises, elles ont fédéré l'ensemble de la classe politique de votre pays? Ah, tout à fait, sauf les absents. Hein, vous savez, on a un pays qui a 50 partis politiques. Dans les 50, il y a 6 partis qui sont légaux, de par une loi qui a été votée par mes prédécesseurs. Mais moi, j'ai accepté que ces partis-là préparent, même s'ils ne sont pas légaux. Parce qu'effectivement, pour permettre à la démocratie de s'exprimer, j'avais recommandé qu'on va voir au niveau de l'Assemblée comment revoir cette loi-là. Mais en ce temps-là, les partis politiques étaient là, opposition et pouvoir. Et les partis de l'opposition qui ne sont pas participés jusqu'à là, c'est 3 partis. 3 partis sur 50. Mais ils ont la bouche, ils parlent, les réseaux sociaux, tout le monde dit ça, mais c'est seulement 3 partis. 3 poids lourds quand même de l'opposition? 3 partis, c'est un poids lourd? Ben, je ne sais pas. 3 partis sur 50? Hein, je ne sais pas. Leur représentation, c'est quoi? Parce que Donc, de votre point de vue, ça ne remet pas en cause la légitimité de ces assises? Mais pas du tout. Les 6 partis légaux, les députés qui sont dans les 6 partis, moi, j'ai les 4 partis légaux avec moi. Il n'y a que 2 partis légaux de par la loi qui ne sont pas avec là. Donc si on prend 6 sur 4, j'ai déjà la majorité, relative bien sûr. Et là, effectivement, ces partis de l'opposition, il y a beaucoup de partis de l'opposition qui ont participé dans les assises, qui ont participé dans le référendum, qui sont avec nous pour aller de l'avant. Il y a d'autres qui sont rassemblés avec nous, on a fait ce qu'on appelle une alliance des mouvements pro-nation, mais il y a de l'opposition qui est là. Et vous vous représenterez l'année prochaine? C'est trop tôt pour répondre à cette question, c'est une possibilité, mais comme je vous ai dit, nous avons une alliance du mouvement présidentiel. Bon, le moment venu, cette alliance-là va désigner le candidat qui va y aller. Donc ma candidature, c'est une possibilité, mais pour le moment, c'est... Alors c'est une possibilité, mais vous, est-ce que vous le souhaitez? C'est une possibilité, je me prononcerai, je vais me prononcer en ce temps-là. Maintenant, on a d'autres chats à fouetter. En ce temps-là, je vais me proposer. Non, mais vous le souhaitez, vous, Monsieur le Président? Quand on me désigne... Vous souhaitez servir encore votre pays? Servir mon pays, oui, mais ce n'est pas seulement d'être président. On peut servir mon pays sans être président. Moi, j'ai servi mon pays pendant 10 ans. Quand je n'étais pas président, j'ai servi mon pays avant d'être président. Donc, servir le pays, ce n'est pas être président seulement. On peut le servir. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que moi, je appartiens à une alliance du mouvement présidentiel. Donc, s'il me demande d'être candidat, je vais accepter. Mais d'ici là, je vais y référer. Mais je vous ai donné la réponse. C'est une possibilité. Voilà. Dans les délais, l'échéance approche quand même. Alors, vous avez fait face à une vague de contestation. C'était en octobre dernier. Oui. Il y a beaucoup de leaders de l'opposition qui ont été arrêtés. Je pense notamment à votre principal, à l'un de vos principaux rivaux, Ahmed Abdallah Sambi. Quel est leur avenir et est-ce qu'ils pourront, eux, se présenter à ces élections anticipées? Votre question a 2 aspects. L'aspect, c'est la contestation populaire, oui, mais une contestation politique, démocratique, comme ça se passe dans tous les pays du monde. Donc, avant moi, mes prédécesseurs avaient sorti une loi, un arrêté qui empêchait les gens de faire des manifestations ou des réunions publiques s'il n'y a pas de chance électorale. Moi, j'ai supprimé cet arrêté-là et que maintenant, on peut faire de la grève, mais il faut demander. Donc, ce côté-là, c'est vrai. Il y a des gens qui contestent le pouvoir, il le dit. Mais l'aspect des gens qui ont été prisonniers, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est des questions pénales ou de sécurité. D'abord, détournement d'argent, et c'est tout à fait normal. Le moment est venu.
à ce que les gens qui ont géré le pays y rendent compte pour que ça serve d'exemple par rapport aux générations à venir. Donc là, c'est une enquête qui a été ouverte à la demande de l'Assemblée nationale, à laquelle je n'ai qu'un seul député. J'avais 2 députés, le deuxième il est parti à l'opposition, j'ai un seul député. Donc l'Assemblée nationale, où j'ai pas la majorité, c'est elle qui a fait d'abord l'enquête, la fine étude. Il a déposé la plainte au niveau de la justice. Et la justice a ouvert l'enquête. Et c'est là où il y a des gens qui sont arrêtés pour ça. Mais il y a d'autres qui sont arrêtés par rapport aux élections, lorsqu'on a coupé le bras d'un gendarme. Mais il y avait des partis politiques qui étaient derrière. Ils n'ont pas été arrêtés par le ministre de l'Intérieur. Une enquête a été ouverte. C'est le procureur qui a demandé à ce que ces gens-là soient arrêtés. Il y en a qui sont sous contrôle judiciaire, ils sont libérés. Sous contrôle judiciaire, ils doivent pointer. Il y en a qui sont sous les barreaux, ben c'est à la justice de décider. Alors, dans ce contexte, comment est-ce que vous comptez restaurer un dialogue politique serein? Mais le dialogue, il est là, puisque il y a 3 ou 4 qui sont en prison. Je vous ai dit qu'il y a 50 partis politiques. Ce n'est pas parce qu'il y a un seul parti qui n'est pas... Et même ceux dont les messieurs sont en prison, mais le parti est là. À un moment donné, ces gens-là, on a engagé un dialogue. C'est-à-dire, après les assises, vous étiez absents. Le référendum ne s'est pas venu, mais à la demande de l'Union africaine qui nous a conseillé de remettre en place un dialogue, j'ai accepté. Et j'ai encore mis en place un dialogue. Ils sont venus, on a commencé à discuter. Donc, comme d'habitude, ils sont encore repartis. Rien qu'il n'y a même pas un mois, ils étaient ensemble pour discuter. Ben, ils sont partis, mais il y a d'autres qui sont restés. Et maintenant, effectivement, l'échéance politique, c'est ça qui va faire... Bon, moi, je vais encore ouvrir le dialogue, mais dans le cadre de ces élections, pour qu'il y ait une participation active, transparente et un apaisement, pour que ce soit des élections crédibles. Alors, votre visite en France, c'est l'occasion d'aplanir les contentieux avec Paris. Cela concerne principalement la question migratoire entre Mayotte et les Comores. D'ailleurs, les Comoriens peuvent maintenant demander des visas pour la France. Cela veut dire quoi? C'est la fin d'un long bras de fer avec Paris, réellement? Ce que vous appelez migratoire, pour nous, ce n'est pas migratoire. Nous, on dit déplacement, circulation des personnes et des biens dans les catégories qui sont comoriennes pour nous. Néanmoins, Balladur, qui a imposé un visa depuis 1994, effectivement, il a fait en sorte que maintenant, pour aller à Mayotte, il faut demander un visa. Ben, effectivement, ce visa-là, bon, puisqu'on ne l'a pas comme le veut, puisque si on demande un visa pour en France, c'est facile, mais quand c'est à La Réunion, à Mayotte, d'abord, les affaires étrangères doivent accepter, mais aussi le préfet de cette région doit accepter. Donc c'est très difficile. Et malheureusement, il y a des conditions de vie en Moroni qui font qu'il y a des gens qui prennent le risque pour aller à Mayotte. Mais pourquoi à Mayotte? C'est parce qu'on est de même culture, même nature, même religion. Enfin, on est des Comoriens. Donc ce gars-là, il aurait pu prendre le risque d'aller à Madagascar ou d'aller en Tanzanie. Mais quand il va à Mayotte, parce que d'abord il y a la proximité, mais en étant à Mayotte, on est chez soi. Alors justement, Monsieur le Président, justement, Paris avait suspendu les visas pour les Comoriens parce que votre pays refusait d'accueillir ses propres compatriotes en provenance de Mayotte. Pourquoi ce refus de les accueillir? Ce refus d'accueillir quoi? Qui? Les Comoriens qui résident le Comorien de manière aussi illégale, enfin considérée illégale à Mayotte. Il est chez lui. Je réponds à la question. Maintenant, laissez-nous, nous et les Français, pour essayer d'avoir cette question. C'est un problème qui est depuis 43 ans, depuis 75 ans. C'est pas moi qui se pose. Le visa Balladur, mais quoi, on n'en parle pas de ce visa, qui a causé des milliers et des milliers de morts. Donc c'est un problème qui date tout le temps, mais vous prenez l'aspect ponctuel maintenant. C'est pourquoi moi je vous dis le visa, pour moi, bon, c'est un événement. Moi, pour aller à Mayotte, il faut que j'ai un visa. Donc, moi, vous voyez, le problème, il est fondamental. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on a suspendu le visa, ça n'engage que celui-là fait, mais nous, on est prêts à dialoguer avec la France. Par rapport aux relations que nous avons pour trouver une solution à ce contentieux désagréable, on est prêt à discuter, ça a commencé, et j'ai bon espoir qu'on va y arriver. Et quand vous dites que les Comoriens sont chez eux à Mayotte, ça veut dire que vous ne reconnaissez pas l'appartenance de Mayotte dans le giron français? Ah, je le dis à haute voix, et très bas. Et je ne pense pas qu'il y a un Comorien, il n'est pas encore né, le Comorien qui accepte que Mayotte est française. Mais si aujourd'hui on rediscute avec les Français pour devenir... Mais on est ouvert à toutes les solutions.
Mais ce fait accompli, non, on ne peut pas l'accepter. Et vous vous êtes heurté à un mur, ici à Paris, sur cette question précisément du statut de Mayotte? Non, pas du tout, parce qu'on discute. Si j'accepte de discuter, c'est parce que là, il peut y avoir une issue. Moi, je vous ai dit qu'en 1975, est-ce que la France est prête? En 1975, les Français n'ont pas opposé leur veto. Leur veto aux Nations Unies, ça veut dire que d'emblée, ils ont accepté peut-être c'est notre faute qu'on n'a pas saisi la main tendue. Maintenant, effectivement, avec la situation, ça s'envenime, mais je suis d'avis qu'on peut trouver une solution. Ça veut dire que la France est prête à faire des concessions sur cette question? Mais il faut leur poser la question, nous on passe bien. Vous dites que vous en avez discuté. En tout cas, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. Peut-être avec Emmanuel Macron. On n'a pas discuté dans le faux. On va discuter pour trouver une solution. Mais maintenant, la question que vous posez, il faut poser ça aux Français. Mais vous en avez certainement discuté avec le président Emmanuel Macron. On n'est pas rentré dans le fond. Je ne veux pas vous dire la discussion entre moi et Macron. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Deux présidents qui discutent de deux, je peux pas venir le dire. On a discuté, je vous ai dit, et là, vous pouvez le demander, on est d'accord pour discuter des relations bilatérales de nos pour que ça soit au beau fixe. Et ce contentieux, il n'est pas inclus dans les discussions. Et je vous ai dit, les deux ministres d'Affaires étrangères ont commencé à discuter. Et fin novembre ici, il va y avoir un accord qui va être conclu par rapport à cette relation entre la France et le Comores. Cet accord cadre, justement, bon, on imagine que les visas font partie prenante de cet accord cadre. Mais pourquoi vous incitez à ce visa, madame? Non, c'est une précision Il y a beaucoup de choses importantes à dire que les visas. C'est une précision que j'apporte. Mais s'agissant de cet accord cadre, quelles sont les mesures je ne vois pas pourquoi vous êtes fixé sur ce visa. Dis-moi la réalité, qu'est-ce que vous voulez? Non, cet accord cadre, vous savez qu'il vise aussi à lutter contre l'immigration illégale. C'est ainsi que la France l'entend. Quelles sont les mesures que prévoit justement cet accord cadre? Il a mis en place et là, ça va être étudié les jours à venir. C'est les jours à venir qu'on va discuter, voir ça. Donc il y aura une véritable coopération avec Paris en matière de lutte contre l'immigration illégale? Oui, mais pas les Comoriens, ils ne sont pas illégaux. Je répète, ça fait la troisième fois qu'on me pose la question. C'est un piège que vous me prendez, madame? Non, il n'y a pas de piège dans cette question. On est là pour confronter les points de vue. Je n'ai aucune honte à le dire. Le visa Balladur a empêché les Comoriens d'aller à Mayotte. Mais les Français ont fait ça. Ça le regarde. Mais les Nations Unies, y compris la France, qui est une puissance du Conseil de sécurité, ont reconnu que les Comores, c'est 4 îles. D'ailleurs, vous savez que vos compatriotes qui sont à Mayotte vivent dans des conditions difficiles, ils ne sont pas forcément bien accueillis puisqu'il y a des collectifs à Mayotte qui s'organisent justement pour tenter de les refouler. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter de leurs conditions de vie avec les autorités françaises? Mais je reprends à cette question. Les deux ministres sont en train d'étudier cette question-là. Ça, ce n'est pas une question excitée entre le président. Les ministres vont étudier entre eux. Et puis, ils vont nous faire des propositions, et Macron et moi, on va décider. Vous, au niveau des Comores, comment est-ce que vous œuvrez pour contenir justement le départ de vos compatriotes vers de nouveaux horizons? Écoutez, c'est une question générale. J'ai bien appelé cette question parce qu'on n'est pas les seuls concernés, les Comores. Ce qui se passe en Méditerranée, c'est tout le monde entier qui est concerné par cette question. Donc, effectivement, quand on a vécu dernièrement en Libye, on vendait des hommes aux enchères. Quand même, je crois que les gens doivent s'en rendre compte de quoi s'agit-il. Et malheureusement, c'est comme on a tourné la page. Quand on va au vieux sud du monde, on va des hommes comme des bêtes. Il dit, je veux ça, je veux ça. Je crois que cet acte-là devait faire réfléchir aussi bien les puissances que nous, parce que chacun a une responsabilité. Moi, ce que j'essaie de faire à Moroni, c'est en faire en sorte de donner à mes jeunes le vivre nécessaire. Le bien vivre, Inch'Allah. Mais pour le mal, le nécessaire vital, c'est-à-dire mettre en place un plan socio-économique qui fasse en sorte que, aussi bien à Mayotte, même si c'est comorien, ou bien en France, ou en Tanzanie, ou dans les autres pays, que le Comorien qui aille là, c'est que lui, effectivement, il y a une raison fondamentale de l'envoyer. Mais aujourd'hui, on veut faire en sorte que le Comorien ait le minimum vital dans son pays, et ça va de la stabilité de notre pays, ce qu'on a appelé la constitution de la réconciliation et la constitution du développement, effectivement, c'est pour essayer à ce que nos enfants soient avec nous, pour qu'ils soient un train de développement. Mais que ça ne soit pas contre nous, aux mains des rapaces. Vous parlez des visas, mais on n'oublie pas le terrorisme. Il y a des rapaces qui sont là, qui manipulent ces jeunes-là pour faire de n'importe quoi dans tous les pays du monde, y compris en France. Donc nous tous, dans les pays, on a intérêt
à ce qu'effectivement on s'adonne à ce problème de précarité. Parce que ça, c'est la source des rapaces. Mais si on arrive à réduire cette précarité, effectivement, ce mouvement-là, ben, il va être réduit. Bon, c'est vrai, les Comoriens qui vont à Mayotte, mon épouse, s'il veut aller là-bas, il a ses frères et ses sœurs, il demande des visas, on ne lui donne pas. Heureusement, ses frères et ses sœurs, ils viennent à Moroni. Sans visa, il n'y a pas de problème. Ils ont l'occasion de se voir. Mais les Comoriens et les jeunes qui veulent aller à Mayotte, parce qu'ils veulent de la santé, ils veulent de l'éducation, nous, on doit très vite, et c'est là où on demande à la France de nous apporter leur aide, de nous accompagner dans ce domaine-là. Et là, effectivement, ce n'est pas seulement parce que les Comoriens, enfin, à la Méditerranée, il y a même des Comoriens qui partent à la Méditerranée pour aller en France. Donc, ça concerne tous les pays, malheureusement, qui n'ont pas une vie décente par rapport à leur population. Et là, c'est un deal auquel nous, on est attachés. Et c'est là où on a dit les Comores émergents d'ici 2030, c'est-à-dire un plan socio-économique très volontariste, de façon à ce qu'effectivement, dans 10 ans, on mette en place un système, de même à satisfaire les jeunes, et puis aussi que ça soit continué. Avec d'autres partenaires que la France également? Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Lesquels, par exemple? Ben, la Chine, et les États-Unis. On a une coopération avec tous les pays du monde. En 2005, quand on a fait la conférence de bailleurs de fonds à l'île Maurice, ben, la France s'est prononcée, mais tous les pays aussi, que ce soit les pays arabes ou les pays africains, et même les institutions internationales se sont prononcées pour accompagner ce programme. C'est ce qu'on va faire, c'est essayer d'élaborer un programme auquel on va demander... Et vous tablez toujours sur 3% de croissance d'ici 2020, sont un peu les prévisions de la Banque mondiale aussi? Ça n'engage que la Banque mondiale. Vous savez, je me suis venu, j'ai eu une croissance de 1%. Et maintenant, c'est à 3%. Et on prévoit que l'année prochaine, notre budget 2019, ce sera une croissance de 4, voire 5. Ce qui reste dans la moyenne d'ailleurs des pays de l'océan Indien, puisque Maurice sont à peu près à un peu plus de 3%, je crois. Donc c'est plutôt encourageant. Donc là, on a accéléré. Si maintenant on se rapproche de l'île Maurice, ça veut dire que l'émergence qu'on crée, c'est pas un rêve, c'est quelque chose qu'on Alors, vous avez parlé de la Chine, pour terminer cette question, la Chine qui vous soutient justement vis-à-vis du statut de Mayotte. Il n'y a pas que la Chine, il y a aussi la Russie. Qu'est-ce que vous comptez faire de ces soutiens? Puisque c'est une question qui fait l'objet de résolutions. Mais on dit merci, on dit merci. Puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, ils sont des gens des Nations Unies, mais que ces gens-là nous soutiennent. Mais moi, je dis c'est nécessaire, mais pas suffisant. Parce qu'ils nous ont toujours soutenu et ça n'a pas résolu la question. Et c'est pourquoi maintenant, le dialogue avec la France, c'est à même de donner une solution. C'est vrai, c'est nécessaire, parce que si l'ONU n'avait pas reconnu, on n'aurait pas plaidé. Mais si on se permet de plaider, c'est parce qu'on a ce droit international avec nous. D'ailleurs, la Chine, on a un problème commun, ils ont un problème avec Taïwan. Donc là, il y a ça qui nous unit avec la Chine, aussi il y a le développement. C'est un grand partenaire à nous, la Chine aussi. Ils ont le problème de Taïwan, comme on a le problème. Donc, de ce côté-là, ces gens-là sont les bienvenus. Mais comme je vous dis, moi, les résolutions des Nations Unies, tout ça, moi, je pense que c'est le dialogue qui a même nous apporter une solution. Sinon, ça fait 40 ans qu'on se donne ces résolutions. Est-ce que ça a donné une solution? Au contraire, malheureusement, ça a envenimé. Parce qu'on est parti d'un territoire d'outre-mer à un département d'outre-mer. Donc, la situation est envenimée. Mais il n'y a pas de problème sans solution. Et donc vous comptez sur ces puissances mondiales pour vous soutenir? Je compte d'abord sur la France, pour qu'on se comprenne. À ce que trouver une solution à ce problème, ça va de l'intérêt de nos deux pays. Ces pays-là nous soutiennent depuis 1975. Alors, ils nous soutiennent. Qu'est-ce que ça a donné? C'est bien qu'ils nous soutiennent, on dit merci beaucoup. On dit merci. Mais maintenant, on compte sur le dialogue avec la France, convaincre les Français qu'en trouvant une solution à ce problème-là, ils vont gagner, nous allons gagner. Comme disent les Chinois, gagnant-gagnant. Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, merci pour ce temps consacré à RT France. Merci beaucoup. Et merci également à nos équipes pour nous avoir permis d'organiser cet entretien avec vous. Un entretien que vous pouvez retrouver, une grande interview que vous pouvez retrouver sur notre site rtfrance.tv. À très bientôt.